nom, c'est Armand Russell. Je suis né dans la paroisse de Saint-Joachim, dans le comté de Shefford. Mes parents étaient mes grands-parents étaient originaires des États-Unis, du côté de mon père, et ma grand-mère, c'était plutôt les Potvins de Granby. Mon père est né ici au Canada, et puis il a fait ses études à Granby, et puis il a marié une Canadienne-Française. Ma mère, c'était une pion. Et après avoir travaillé comme cultivateur dans la région de Saxe-Bay, il a acheté une ferme dans Saint-Joachim, il a déménagé dans Saint-Joachim. Si je me rappelle bien, c'est dans les années 24-25, quelque chose de ces années-là. Et puis, moi, je suis né à Saint-Joachim. Excusez, c'est avant ça, parce que je suis né à Saint-Joachim, en 21. Et puis, j'ai grandi là, Saint-Joachim. Comme jeune homme, j'ai été travailler dans l'Abitibi, dans les chantiers. J'étais né sur des fermes. Je connaissais la matière. Et j'ai été pendant presque 2 ans en Abitibi avant de revenir par ici. Et à mon retour, j'ai décidé d'aller fréquenter la guerre. Parce que je pensais bien, moi seul, je pouvais tout régler les affaires des Allemands là-bas. J'étais jeune, fantasme. Et j'avais seulement 18 ans. Tu sais, l'opinion qu'on a à 18 ans, on est capable de faire un peu de tout. Mais pour y aller, il fallait quand même tirer des plans. J'ai appris d'abord que, en m'enrôlant à 18 ans, ils me prenaient à 18 ans. Mais je ne pouvais pas aller de l'autre côté, ils nous gardaient ici. Donc, j'avais une bonne façon de me vieillir. J'avais eu mes licences de chauffeur plus jeune. Je m'étais vieilli pour ça. Et j'avais comme preuve ma licence de chauffeur d'automobile, que j'ai donnée comme preuve que j'avais 21 ans. Là, à 21 ans, mon autre question, c'était de me trouver un régiment qui traversait de l'autre côté, parce que si j'avais resté ici, mon père, comme cultivateur, m'aurait fait sortir de l'armée. Il avait le droit, il l'aurait fait. Donc, j'ai venu à bout de trouver un régiment qui devait s'en aller de l'autre côté, outre-mer, c'est le Service Corps. Puis, j'ai traversé au mois de février 1940, j'étais rendu en Angleterre. Et là, j'ai vu la délicatesse d'envoyer notre carte chez nous, comme quoi j'étais rendu en Angleterre comme soldat canadien. Ça les a fait bien plaisir, comme tu peux t'en rendre compte. Par contre, c'était une vie, une bonne expérience pour une vie d'un jeune homme comme moi. Quoi d'autre, je parlais des 2 langues, mais pas l'anglais. J'avais jamais eu d'éducation en anglais. J'ai pris des cours de correspondance pour perfectionner mon anglais et apprendre à écrire et à lire en anglais. C'est ce qui m'a amené un jour de me faire transférer dans la police Provo Corps. On cherchait des gars bilingues et je me rappelle que j'avais été appelé pour une entrevue et puis j'ai expliqué au capitaine qui nous donnait l'entrevue. Oui, je parlais l'anglais, mais je ne pouvais pas ni lire ni écrire l'anglais parce que je n'étais pas tellement tenté de m'en aller dans la police. J'avais un travail qui était facile pour le Service Corps. J'étais le chauffeur pour la 4e aide. Ça faisait mon affaire. Mais à ma grande surprise, une couple de semaines après, j'ai vu sur un tableau que mon nom était affiché comme quoi j'étais transféré au Provo Corps. Et là, j'ai été obligé de pousser mes études en anglais pour apprendre à lire et à écrire. C'est de même que j'ai appris à perfectionner mon anglais. Ça a été mon expérience, ça, de ma culture, si vous voulez, de l'anglais. Mais, étant donné que j'étais dans un régiment anglais, on était 2 Canadiens-Français, 2 qui étaient bilingues là, dans le Service Corps. Ça m'a donné la chance d'avoir des postes très bien, faire des enquêtes dans des régiments canadiens-français. Tu avais l'officier du Mont-Royal qui était là de Maisonneuve, c'était tous des Canadiens-français. Donc, quand il y avait des enquêtes, ça me donnait cet avantage-là. Je pouvais aller mêler de ces enquêtes-là. J'allais souvent à la cour quand il y avait des soldats qui étaient emmenés en cause pour être leurs interprètes et aider à la cour. C'est une expérience que j'ai vécue et qui m'a servi toujours dans la vie de devenir, améliorer mes négociations. Pour ça que je suis devenu négociateur. C'est que, on dit toujours qu'en politique, c'est une négociation. Je pense que c'est là qu'a été le commencement de mes négociations. J'ai servi jusqu'en 1945. À la fin de la guerre, j'étais ici. Moi, j'étais revenu ici sur une vacance, long service course, vacation. Là, ça prend le service de plusieurs années. Ça nous donnait des points. Et j'étais venu me promener par ici, visiter ma femme qui était revenue par ici. Je m'étais marié là-bas en 1942.
Et j'avais un fils, et quand il a été question qu'on s'en aille en France, en 1944, l'évasion de... Et à ce moment-là, ma femme m'a dit, ben moi, je vais m'en aller au Canada. Elle a fait les préparations, elle est rendue ici au Canada. Fait que j'étais bien heureux de revenir me visiter ma femme qui était ici chez mes parents. Mais je peux vous dire qu'à sa grande surprise, quand elle est arrivée au Canada, elle est tombée dans ce temps-là, les hivers sont plus difficiles qu'ils sont aujourd'hui. Mon père qui demeurait dans Saint-Joachim, près de Warden, mais les chemins d'hiver étaient pas ouverts pour l'auto. C'était en Borloo, si vous voulez. Elle ne croyait pas ça. Elle ne pouvait pas s'imaginer ça, demeurer en Angleterre, la neige, envoyait de temps en temps, les 2-3 ans, un demi-pouce, puis c'était ça. Mais il fallait croire qu'il y avait des bancs de neige de 5-6 pieds, là, ça y passait haut par-dessus la tête. Mais elle a pris, à ses dépens. Je suis revenu, puis quand j'ai été ici, la paix s'est signée et je n'ai pas retourné de l'autre côté. Quoique j'avais signé une entente avant de venir en vacances, comme quoi, si il avait besoin de moi, que j'étais consentant de retourner de l'autre côté, parce que j'étais sur... on ne m'a pas menacé, mais j'étais sur l'impression que si je n'avais pas signé ça, ça aurait peut-être prendre un peu plus de temps pour avoir mes vacances. Par contre, c'était quand même une bonne expérience. Et ici, quand j'ai retourné, je me suis rapporté après mes vacances, on m'a offert de retourner de l'autre côté, volontairement, ou d'avoir ma discharge, j'ai dit, de moi mes papiers. Et j'ai pris mes papiers, j'ai sorti de l'armée, ça m'a pris 2 mois qui m'ont sorti de l'armée, je me suis envenu dans Saint-Joachim. Et là, j'ai, pour une première expérience, parce qu'on n'était pas riche dans ce temps-là. Vous savez ce qui est à la vie d'aujourd'hui. Tu vois les soldats qui sortent aujourd'hui avec des grosses pensions, mais nous autres, on n'avait pas de pension. Parce que j'étais habitué à travailler pour 1,30 $ par jour. L'argent qu'on a mis de côté, c'était pas tellement nombreux. Puis quand on a sorti de l'armée, moi, ils m'ont donné un 1500 $ comme cadeau quand j'ai sorti. Donc, il fallait que je travaille quelque part. J'ai un de mes frères qui travaillait en Ontario. J'étais allé travailler pour le CPR, là-bas, Canadien Pacifique, comme spareman. Et là, mes problèmes ont commencé. Parce que moi, j'étais habitué dans l'armée, vous savez qu'on travaille toujours 15, 16, 18, 20 heures si nécessaire. Mais quand je voyais tous les autres qui vivaient, qui étaient prospères, puis moi, j'avais pas trop d'argent, puis j'avais une femme et un enfant, puis pas de ménage, pas de maison, rien, il fallait que je me ramasse de l'argent. Je voulais travailler. Et ils nous permettaient de faire 2 chiffres, un après l'autre sur le spare-board, mais pas en faire 3. Donc, je n'ai fait une couple de fois, je n'ai fait 3, fait que l'Union m'a appelé à une assemblée pour m'avertir que je ne pouvais plus faire ça, que c'était contre les règlements de l'Union. Fait que la colère m'a emporté, je les ai donné leur carte de membre d'Union, je les ai remis leur carte, puis j'ai dit, oubliez-moi, là, moi, je ne suis pas obligé de travailler pour le chemin de fer, je peux aller faire d'autres choses. C'est là que je suis revenu dans Saint-Joachim, si vous voulez, et j'ai commencé à retourner dans une chose que je connaissais bien, le bois. Avec un de mes frères, on a acheté une coupe de bois, et on a commencé à battre ça, et commencé aussi, j'ai acheté un moulin dans la paroisse de M. Robert. J'ai acheté ça et on l'a développé. On a commencé à se faire un chez nous. Et c'est à ce moment-là que ça allait tout vraiment assez vite pour moi. Et j'avais des petits problèmes avec certains affaires conseillers municipaux. Et puis, on m'a invité à faire partie du conseil municipal. Chose que j'ai accepté d'être échevin. Première année, le maire, M. Hébert, un gentil monsieur, j'avais grandi voisin de chez eux, je connaissais intimement. Puis, mais, comme je te disais, il y a le défaut d'être libéral. Mon père, c'était un conservateur, c'était un vieux Tory. On n'avait pas les mêmes mentalités, pas la même politique. De toute façon, pour revenir à mon histoire de la municipalité, première année, je commençais comme échevin. Il y avait des choses que j'aimais pas. Puis je trouvais que ça allait pas assez vite. Je trouvais qu'il fallait améliorer les routes, il fallait faire quelque chose. Puis il disait, prends ton temps, mon jeune, prends ton temps. Ça va venir, ça fait 30 ans qu'on est de même, ça va continuer, puis ça va se faire. Finalement, j'ai dit, on va attirer quelqu'un qui va aller plus vite que toi. J'essayais de trouver un adversaire. Ça faisait peut-être 15 ans qu'il était là, il n'a jamais été battu. Personne ne voulait aller contre lui. Donc j'ai décidé d'y aller, moi. C'est là que je me suis fait élire maire de Saint-Joachim.
je peux vous dire que à ma première réunion, je n'étais pas fier de moi. Là. Je ne connaissais pas trop les règlements municipaux. Il a fallu que je m'installe dans la lecture et apprendre ce que c'est que le code municipal, le connaître comme il faut, et commencer à m'occuper de ça. Et c'est de même que j'ai graduellement commencé à me mêler des choses publiques. Ça a jamais assez vite. Et si on rappelle un peu l'histoire, c'est que à ce moment-là, il n'y avait pas de chemin d'hiver. Les chemins d'hiver, c'était pas ouvert. C'était tous des petits chemins de terre qu'on avait dans les campagnes. On voulait avoir des écoles centrales. On ne pouvait pas faire le transport d'élèves. Donc, il fallait faire des choses. Il fallait bâtir des routes, faire des écoles centrales. Chose que je prêchais, j'essayais à pousser. Faisais partie du conseil de comté dans le temps. Les maires se réunissaient une fois, 3-4 fois par année. Là. Puis j'étais passé pour un grand chialeux quand j'étais là, parce que je voulais tout que les maires embarquent ensemble et qu'on pousse sur le gouvernement pour faire ça. Finalement, il y en a qui m'ont dit pourquoi fait, tu y vas pas, toi? Ben, j'ai dit, on a un député actuellement. Il était libéral, naturellement. Vous vous rappelez M. Gaston Ledoux. Puis un jeu de circonstances, vous savez ce qui est arrivé à Gaston, qui s'est fait prendre. Et M. Duplessis avait appelé M. Lapalme, puis il a dit, ben, dis donc qu'il démissionne comme député avant qu'on l'arrête. Et là, le comté est devenu vacant. Et là, les gars, on s'en met après moi pour que j'y aille comme candidat. J'avais 34 ans dans le temps. Mon commerce commençait, c'était pas... J'avais bien d'autres choses à faire. Mais finalement, on m'a tellement commandé que j'ai décidé d'y aller comme candidat. Comme dirait M. Duplessis, on était à 11 qui étaient à la convention. 11 candidats. Je n'ai pas passé au premier tour, il m'a manqué 3 votes. C'est J.D. Bégin qui était venu faire la convention. Et la salle était pactée, il y avait du monde. Puis J.D. Bégin a dit après la convention, j'ai passé au deuxième tour, naturellement, facilement. Et il dit, tu as pu organiser ta convention, je ne suis pas trop inquiet de ton élection. Et, je me rappelle, la même histoire s'est continuée quand j'ai rencontré M. Duplessis, il m'a appelé, mais il dit, viendra que moi, je puisse te connaître. J'ai monté à Québec et puis j'ai rencontré M. Duplessis, puis c'était la même chose. Je ne sais pas s'il avait parlé à J.D. Bégin avant, mais quand j'ai rentré là, il m'a félicité, puis il a dit, je ne dirais pas que tu as volé ta convention, mais je lui ai dit, tu l'as gagné. Tu vas être capable de gagner ton élection aussi. Et j'ai confiance en toi. C'est là qu'était mon début en vie politique. Et j'ai eu comme adversaire à ce moment-là un brillant avocat, Henri Lisotte. Excellent orateur. Et puis il y avait son ami, le notaire Noiseux, qui était un excellent orateur. Et les libéraux avaient une belle organisation dans le comté. Ils avaient monté une belle organisation quand ils ont élu Ledoux. Donc, cette organisation est encore. Et avec Lisotte et Noiseux, Lisotte comme candidat, il venait de renforcer l'équipe. Et c'était ma première expérience dans une élection et j'ai battu Lisotte. Et ça a été une élection qui était très dure. Ça a été très dur. On faisait dans ce temps-là tous les paroisses. J'avais 23 paroisses plus 2 villes. Et on faisait toujours 2 assemblées par paroisse, puis 2 assemblées dans les villes. Les assemblées dans les villes, c'était des grosses assemblées. On ramassait toujours 2000 personnes au minimum dans ces assemblées-là. Il y avait du monde. Mais la tradition voulait qu'à la mise en nomination, il y avait des assemblées contradictoires. Les 2 candidats s'affrontaient. Et c'est là qui m'a amené ma première expérience avec Daniel Johnson. J'étais pris, moi, j'étais pas un orateur. Faire face à ces gars-là, j'avais personne qui venait de l'extérieur. J'ai appelé M. Duplessis. Puis je lui ai dit ça, j'ai dit, chez Lisotte, c'est un des bons orateurs du Parti libéral. J'ai dit, il faudrait que vous m'envoyiez quelqu'un qui est capable de faire face à Lisotte. Il a dit, laisse-moi ça, il faut m'occuper de ça. Il m'a rappelé dans la même journée, c'est à la fin de la journée, puis il dit, j'ai ton gars. Il dit, Daniel Johnson va aller chez vous. Et Daniel est venu à l'Assemblée, il y avait du monde. C'était pacté,
le vieil hôtel de ville, je sais pas si tu as connu ça, mais il y avait au moins 1500, 2000 personnes tassées. Puis ça se bousculait, hein, les rouges et les bleus, dans ce temps-là, l'Union nationale. Mais ça a fait une assemblée dure, assez dure. Il y a eu peu de bataille, et puis Johnson avait réellement brassé Lisotte et Noiseux. Faire en sorte que l'assemblée s'est terminée, mais il n'y a jamais eu d'autres assemblées contradictoires dans le comté de Sherford. Les libéraux ont vraiment voulu en faire une autre, ça a été fini. C'était l'histoire ancienne, mais c'est l'histoire nouvelle, parce qu'on n'a plus d'autres assemblées contradictoires, mais quand même, pour quand même admettre que c'était le fun. Les orateurs qui savaient faire de la politique, ils savaient se respecter les uns les autres. C'était une bonne coutume. Et les gens avaient la chance des deux côtés de voir à qui il y avait affaire. Chose qu'on ne voit plus aujourd'hui. On ne voit plus ça aujourd'hui. Mais ça m'a amené, après cette élection-là, j'ai commencé, comme bien d'autres, j'avais mes commerces. J'avais en plus un garage avec un de mes frères en ville ici, puis j'avais le moulin ici à m'occuper. Ça faisait pas mal d'ouvrage. Et que là, on a commencé à se séparer. Un de mes frères a pris le moulin ici, l'autre avait pris le garage. J'ai commencé à m'occuper de politique seulement, puis les aider eux autres indirectement. Mais c'est pour vous dire que c'était des temps difficiles dans ce temps-là. Aujourd'hui, au salaire qu'on avait, quand on parle de 4 000 par année, là, pour un député, plus, mais en avant de l'allocation de dépenses de 2 000 par exemple. Là. Mais il ne fallait pas gaspiller tout. Par contre, l'essence, ça ne se vendait pas le prix quasiment aujourd'hui. T'sais. Je pense qu'on payait 27 ou 29 cents le gallon pour l'essence. Ça fait une grosse différence. Les autos qu'on avait en consommaient plus qu'on en consomme aujourd'hui aussi. Mais c'est pour vous dire qu'on a passé des périodes assez difficiles. Mais périodes qui m'ont appris à faire quelque chose. Et j'ai continué à poursuivre mes ambitions que j'avais. Quand j'ai été rencontrer M. Duplessis, après mon élection, il dit, qu'est-ce que tu vas avoir, le jeune? C'était sa manière de parler. J'ai dit, M. Duplessis, moi, j'ai une bataille depuis plusieurs années. Dans un comté comme le mien, on a besoin d'écoles, mais des écoles centrales, je sais que vous êtes favorable à ça, mais on n'a pas de chemin non plus. Ça va prendre de l'aide pour construire des routes. Et on a commencé avec l'aide du gouvernement dans le temps, avec des budgets très modestes, à construire des routes, les municipalités, à convaincre les maires de commencer à construire des routes, à améliorer leurs routes, puis commencer à construire des écoles. C'est ce qu'on a fait. En 1956, il n'y avait presque pas de route à part de la RA 112 qui était pavée dans le comté. Un petit bout de la route de Warden, un petit bout du chemin de Roxton. C'était tout du chemin de gravier. Et les campagnes, c'était tout des petits chemins de terre. Des écoles centrales, il n'y en avait aucune. C'était toutes des écoles de rang. On a parti de là, on a parti loin. Et le budget dans ce temps-là de M. Duplessis était autour de 350 à 400 millions. Et il réussissait à aider les municipalités à construire des routes. On a commencé à faire l'entretien de chemins d'hiver avec des subventions du gouvernement, mais la plupart des municipalités donnaient l'entretien des routes pour l'octroi, presque. Et on commençait à ouvrir les routes un peu, tant bien que mal. Et on a commencé à construire des écoles centrales, puis on a commencé à faire du transport, et faire en sorte que, dans les années 65-70, il y avait toutes les écoles centrales dans toutes les paroisses. Les routes étaient débouchées par toutes, les routes avaient été améliorées partout. Il y avait certaines municipalités qui avaient contracté des dettes. Par contre, le gouvernement, il y avait une taxe de vente, si vous vous rappelez, de 2 qui remettait aux municipalités pour leur aider à assumer ces dettes-là. Taxe sur l'essence. Mais aujourd'hui, ça semble être disparu, ça. C'est ce qui fait une grosse différence. Par contre, j'ai été une histoire, c'est ce qui m'a amené, c'est que j'avais pas de difficulté dans les campagnes à me faire élire. Les maires, moi, qui étaient la couleur qu'ils voudront, ça ne me dérange pas. C'est moi qui se faisait élire maire, il était mon homme. C'était avec lui que je travaillais. Je le respectais. Mais le jeu de circonstances voulait que c'était quasiment tout un gars de l'Union nationale qui passait. Et quand on est chanceux dans la vie, c'est ce qui arrive. Puis ça nous donne la chance de travailler ces gars-là. Puis eux autres, ils étaient reconnaissants. Quand ils arrivaient à mon élection, ils m'aidaient à me faire élire. Excepté à Granby, on avait le maire Boivin dans le temps. C'est devenu un ami, mais pas un ami politique. Il a demeuré quand même libéral, mais j'ai toujours travaillé avec M. Boivin
Moi, j'étais maire de Waterloo, mais c'est fait élire maire de Waterloo en 1957. À Waterloo, on avait un maire qui était là dans le temps, quand j'ai déménagé ici à Waterloo, j'avais le garage avec mon frère, pas de Montmorency. Et puis le maire qui était là dans le temps, ben, il faisait un petit peu à sa volonté. Et comme j'avais certaines recommandations, il était venu me voir pour une élection, puis j'avais dit, ben écoute, oui, je vais te supporter ce coup-ci, mais ne recommence pas ce que tu as fait. Et je ne veux pas aller dans les détails. Mais il a continué à faire ce qu'il faisait. Fait que quand l'élection, son autre élection était arrivée, là, j'étais député, par exemple. J'avais été élu député entre-temps. J'ai fait semblant de lui trouver un adversaire, puis j'ai pas eu de chance, trop. Puis il aurait été difficile à battre. J'étais allé à l'hôtel de ville, j'ai déposé mon bulletin comme maire de la ville de Waterloo. C'est comme ça que j'ai été élu maire de Waterloo. Mon intention, c'était, de mon premier mandat, de faire tous ces chemins-là et bâtir toutes ces écoles-là. Mais on sait que c'était une affaire presque impossible. Mais pour en avoir un pied, comme on dit souvent, il faut en demander 10. Bon, il y a un bout de terrain. Les gars de l'Union savent ça, eux autres, c'est ce qu'ils font. Ils en demandent beaucoup pour en avoir un peu plus, c'est. Mais malheureusement, mon premier mandat, c'était pas fini. Mais j'ai eu un support quand même de la population pour un second mandat qui s'est continué parce que j'ai été élu de 56, j'ai été défaite en 73 pour la première fois, pour revenir en 76. Mais j'ai travaillé avec M. Duplessis dans le temps, que moi, je suis toujours prêt à le défendre. Parce que c'est un gars qui était bien servi, puis j'ai trouvé que c'était un gars qui servait bien ses députés, aussi bien que ses ministres, à condition qu'il aille dans le droit chemin, par exemple. Ça, il a été dur avec quelques-uns, mais je sais pourquoi il a été dur. On n'est pas obligé de nommer de nom, rien de ça. Mais on sait qu'il a été accusé souvent d'être dur. C'est vrai qu'il était dur. Quand les autres étaient durs. Il était dur pour tout le monde. C'était un gars qui savait ce qu'il voulait. C'était lui qui menait. Puis ça prend ça, un homme qui mène. Quand ils avaient un commerce et qu'il n'y a pas de patron, le commerce ne marche pas longtemps. Et un gouvernement qui n'a pas de patron, ça ne peut pas être chanceux. Ça peut être. C'est un peu... C'était la manière de Duplessis et je souhaiterais revenir encore à cette manière-là. On me dit que Bouchard est un gars dur, difficile, il aime à travailler seul, mais j'espère qu'il va réussir à prendre le contrôle et garder le contrôle pour le bien-être de la population du Québec. Pas parce que j'étais un Parti québécois, non, je ne suis pas un séparatiste. Je suis nationaliste outrance, si vous voulez, à la mode de Duplessis. Je voudrais aider à bâtir le Québec. Et on a beaucoup au Québec. Si on veut travailler ensemble, on est capable de bâtir le Québec. M. Duplessis a fait beaucoup pour le Québec. Il faut se rappeler un peu l'histoire. Moi, quand je suis allé dans les chantiers en 1937, c'était pas drôle, vous savez, dans ce temps-là, les chantiers, dans la Abitibi. On bûchait au boxa, qu'on appelait ça, là, à la swing. On épilait nos billots, nous autres mêmes, le long des chemins. Et les conditions de camp, c'était pas trop rigolo non plus. Moi, j'ai vécu ça. Quand M. Duplessis est arrivé, il a commencé à mettre de l'ordre dans ces choses-là. Régler ça. C'est M. Duplessis qui a permis aux unions de monter ce qui c'est qu'ils sont allés. Il a donné le droit. Mais il a fait ça pour aider l'ouvrier, pas pour détruire les commerces. D'un autre côté, il était exigeant pour les marchands aussi. Il a été dur pour certains. Mais il a fait que ça l'a prospéré. Et sa politique, il voulait que les Québécois peuvent bâtir eux-mêmes. C'est ce qu'il a réussi à faire dans bien des domaines. Contrat de chemin, on l'a accusé de donner des contrats sans soumission. C'était des casse-places qu'on appelait. Non, il donnait des contrats, mais ça coûtait meilleur marché que quand on demandait des soumissions. Parce que c'est tout contrôlé à la verge, ça. Qu'est-ce que c'est qu'être un contrat à soumission, c'est encore la même chose. Si un contracteur prend un contrat trop bas, bien, il fait faillite. Fait que si on avait voulu que les Québécois fassent faillite, bien, c'était de continuer à faire ça. C'était un peu la mode de M. Duplessis. Il s'est assuré que c'était des Québécois qui faisaient la construction des chemins. On l'a accusé pour les ponts aussi. Oui, il y a peut-être des contracteurs qui ont bénéficié de la construction de ponts. Mais c'est peut-être pas seulement que M. Duplessis. Il y a des gars qui étaient mêlés à la fabrication des plans, peut-être faisaient partie de ça. Parce que j'ai été aux travaux publics, je sais un peu, moi, ce que ça fonctionne, ces choses-là. Mais
Tout le monde a prospéré. Le Québec a grandi avec Duplessis. On a fait un bon bout de chemin. Et quand il est décédé, pour moi, c'était une grosse perte pour le Québec. Je comprends qu'il commençait à vieillir. Il était un homme malade, ça c'était certain. Et s'il avait vécu plus longtemps, je pense qu'il aurait encore été élu. Le Québec a continué à prospérer. On est arrivé à la période avant M. Lesage, qui a été une période creuse pour l'Union nationale. M. Lesage est arrivé, il a défait l'Union nationale. Je reviens à la mort de Duplessis, c'était, comme j'ai dit, c'était un passage difficile pour le parti. Par contre, on avait un homme qui démontrait beaucoup d'espoir dans Paul Sauvé. Paul Sauvé que j'ai connu en Europe, durant la guerre, qui était avec le fugitif du Mont-Royal. Et comme je vous ai dit préalablement, quand j'étais dans la police, une compagnie qui était plutôt anglaise, on était à 2 Canadiens français, ça me donnait l'avantage de faire beaucoup d'enquêtes dans les régiments français, puis faire de l'interprète pour certains des soldats qui étaient pris. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Sauvé, Paul Sauvé, que je ne connaissais pas, je l'ai connu là. Et je n'avais pas d'espérance et d'espoir à ce moment-là de devenir un politicien. Mais la chose a fait qu'on s'est ramassé à Québec ensemble. Et j'ai été voir Sauvé à quelques fois, mais j'ai tout été bien reçu chez Paul Sauvé, parce que par les connexions j'étais un ancien vétéran, pour qui il y avait beaucoup de respect. Un. Et deuxièmement, je ne voyais pas un ministre pour des choses de rien, c'était tout important. Et avec Sauvé, on savait à quoi s'entendre. C'était oui ou non. Puis quand il disait non, c'était non. Puis quand c'était oui, ça passait, puis c'était oui, c'était fait. Ceux qui ont fondé de l'espoir pour le parti, avec Paul Sauvé. Et moi, je me sentais bien à l'aise à ce moment-là. J'étais un des gros partisans de M. Sauvé, mais ça n'a pas été un choix difficile à ce moment-là, parce que c'était un choix unanime pour la députation, que Paul Sauvé prenne la relève. Malheureusement, on sait ce qui a suivi. C'était de courte durée. Et je pense bien que si M. Sauvé avait resté, l'Union nationale serait peut-être encore là. Et la province aurait prospéré, parce que c'est un gars qui n'aurait certainement pas administré à la manière de Duplessis. Mais il aurait peut-être continué à un autre chemin, qui aurait été aussi prospère, peut-être plus prospère, peut-être ouvrir un peu plus les vents, comme on dit souvent en termes canadiens, là. Un peu qu'a fait Lesage, si vous voulez, après la... Malheureusement, après la mort de M. Sauvé, on a eu un compromis qui a amené le choix de M. Barrette. Les ministres s'étaient certainement entendus parce qu'on a été convoqués à un caucus pour nous informer que M. Barrette avait été le choix unanime de tous les ministres. Et on a laissé le choix de l'accepter. Et moi, comme vous dire que je ne l'ai pas accepté, je ne pouvais pas l'accepter. J'avais mes raisons de ne pas l'accepter. J'ai offert à M. Barrette de m'en retourner, de laisser la politique. J'avais des commerces, puis je voulais m'en revenir pour les commerces. Il m'a convoqué, et puis il m'a demandé de me représenter dans le comté, et que les sondages démontraient que je pouvais me faire élire dans le comté, et qu'il viendra, lui, faire l'ouverture de ma campagne dans le comté. Chose qui a tenu parole. Il est arrivé à Grand Bay, on avait l'hôtel dans le temps de Mont Shepherd, qui est disparu depuis ce temps-là, par un incendie. Il avait son valet, son cuisinier, qui faisait son pas séparé, puis s'est allé dans une suite à l'hôtel. Il s'est fait servir son pas en haut, préparé par son cuisinier. Et moi, j'ai été ouvrir mon assemblée, il est arrivé par après en retard. Et quand il est arrivé, j'ai donné la parole. J'étais le candidat choisi dans le comté, député sortant. M. Barrette a parlé pendant 1 heure et quelque chose, n'a jamais mentionné mon nom. Et après qu'il a eu fini, il s'est viré de bord, il est passé par la porte de l'arrière et s'est en allé. C'est pas si un homme en politique peut être heureux dans ce temps-là. J'ai quand même continué la campagne, je me suis fait élire. Lui aussi, il s'est fait élire, mais pas le parti. On s'est fait battre. Et ça, c'était à prévoir. Tant qu'à moi, je ne voyais pas que ce gars-là pouvait faire bien loin en politique au Québec.
On sait que c'était un compromis qui avait été commis par après. On a su que ça avait été un compromis qui a été parlé entre les ministres parce que la chefferie se dessinait en deux gars bien connus, qui étaient M. Johnson et M. Bertrand. Et il y avait une rivalité entre les deux. Les groupes étaient divisés. Et M. Barrette a servi de compromis, qui a voulu la défaite de l'Union nationale. Et après, M. Gosselin et moi-même, à un caucus, on avait discuté amèrement avec M. Barrette. Moi, j'avais été convoqué, puis je crois bien que Claude aussi avait été convoqué. De toute façon, je ne l'ai jamais reconfirmé avec Claude. Mais moi, la journée que j'étais supposé de rencontrer M. Barrette à Québec, j'étais là pour apprendre, à l'heure que je vais le rencontrer, qu'il venait d'annoncer sa démission comme chef du parti. Ça a été mon expérience avec M. Barrette. Et ensuite, on a vu la campagne qui a suivi des deux candidats de choix, si on veut, du parti, qui étaient M. Johnson puis M. Bertrand, qui a mené l'élection, la convention de 61. M. Johnson a passé par seulement quelques votes. Ça, c'est un fait connu. Mais ça s'est raffermi ensemble. Ils ont continué à faire la campagne. En 62, moi, je suis convaincu, aujourd'hui, puis on avait un groupe qui voulait le faire, mais d'autres ont décidé, ont convaincu M. Johnson de ne pas le faire. Parce que la nationalisation de l'électricité, on n'était pas contre ça, nous autres. Un groupe de nous autres. Il y en avait d'autres qui étaient contre. Ils voulaient faire un référendum, que ce soit les Québécois qui décident. Tant qu'à moi, l'élection, c'était un référendum. De toute façon, on aurait pu faire un référendum quand même par après si on avait voulu. Mais si on avait ouvert un couille avec ce thème-là, on venait d'enlever des mains du Parti libéral ou de la bouche du Parti libéral leur gros slogan de la campagne électorale. Et je crois bien que l'Union nationale, en 62, aura pris le pouvoir. De toute façon, ça s'est suivi et M. Johnson, pas de doute, qui est un fait assez bien connu, comme chef d'opposition, a fait un bon travail, mais pas apprécié de tout le monde. C'est pas facile, le chef d'opposition. Vous demanderez ça à le chef d'opposition actuel. Lui, il sait qu'est-ce que c'est. L'opposition, c'est pas facile. Son fils a vécu ça aussi, Daniel. Mais il a quand même passé en travers, puis en 66, on a pris le pouvoir. M. Johnson, sa conception de ses représentants, il voulait avoir une diversification de candidats à différents domaines. En somme, ce qu'a fait son cabinet quand il a été élu, il démontre ça, son opinion. Quand il a fait son congrès d'orientation, on peut l'appeler ainsi, c'est vrai qu'il a emmené des jeunes. Il a emmené d'autres gens du municipal, il a emmené des gens de commission scolaire, il a emmené de tous les groupements de la population du Québec. Et quand il a formé son cabinet, il y avait comme ministre de la Santé un comptable. Mais il y avait aussi, comme ministre d'État, un médecin qui pouvait le conseiller. Donc, ça pouvait marcher ensemble. Et ces cabinets, ces ministères ont été formés de cette façon-là, avec des gens d'expérience. À la voirie, il y avait Fernand Lafontaine, qui était un ingénieur, qui connaissait bien le domaine de la voirie. Il savait de quoi il parlait quand on parlait de voirie. C'était pas un avocat. Et c'est la façon qu'il a formé ces cabinets. Moi, il m'a envoyé aux travaux publics. Et la raison pour laquelle il m'a envoyé aux travaux publics, c'est que c'était un domaine que je connaissais. Et en plus de ça, il m'a demandé de travailler sa trésorerie avec M. Dauzois. Ça n'a pas été la tâche la plus facile, ça. Parce que quand vous tombez à surveiller les comptes, la trésorerie, là, et M. Dauzois a tombé malade, était quasiment 6 mois, il n'a pas à Québec par rapport à sa santé. J'étais là avec les fonctionnaires, on n'était pas toujours d'accord. Et souvent, on avait des différends, et là, il faudrait toujours s'en aller devant Quand j'avais un différend avec un ministre, mais ça allait devant M. Johnson. Avec M. Johnson, ça a toujours bien marché. On a vu le congrès d'orientation, c'est vrai, et on avait aussi décidé à ce moment-là de faire un relevé de chacun des comtés de la province et de s'assurer qu'on ait un gagnant. La majorité des candidats, ça a des gagnants. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qui nous assurait un peu l'élection de 66. Il y a des gens qui n'y croyaient pas, mais moi, j'y croyais parce que je connaissais une grosse partie des candidats. Je savais le travail qui avait été fait dans chacun des comtés, parce que je suivais M. Johnson de beaucoup avec M. Lafontaine dans à peu près toutes les campagnes. J'étais un de ses hauts supporters.
il m'a donné des tâches électorales parce qu'il trouvait que je m'en donnais bien ça. Et puis, on n'avait pas trop de difficultés à trouver des bons candidats. Et ce qui a permis, après l'élection, de pouvoir former un cabinet qui était valable. Non, malheureusement pour moi, si vous voulez, que Claude a été choisi aux Terres et Forêts, c'est un domaine que je connais, que j'aimais. Et j'aurais aimé ça aller là. Par contre, M. Johnson, à ce moment-là, s'est tourné de bord et puis il m'a offert des travaux publics, chose que je connaissais. Puis il m'a demandé aussi de travailler avec M. Dauzois sur la trésorerie parce que dans le domaine de la construction, c'est un domaine que je connais assez bien aussi. Donc, qui m'a permis d'apprendre bien des choses dans le gouvernement en ayant à travailler à la trésorerie. Mais c'est pas une tâche facile. Parce que ministre et vice-président de la trésorerie, là, vous travaillez à peu près 5 jours par semaine. Pas grand temps pour vous occuper de mairie, d'autres choses. C'est qui m'a poussé à démissionner comme maire à Waterloo. J'étais encore maire de Waterloo en 67, j'ai démissionné. Et j'étais chez nous dans le comté, je venais tous les fins de semaine, même si j'étais pas longtemps, mais il y a bien des dimanches que j'ai retourné travailler à Québec, dimanche soir, avec mon chef de cabinet, pour essayer à mettre les deux bouts ensemble, parce que j'étais obligé d'être à la trésorerie dans la semaine, j'avais le ministère à amener. C'était assez imposant. Quand M. Bertrand est arrivé à la mort de M. Johnson, M. Bertrand avait été un choix presque unanime. Tout le monde était d'accord. Et on aurait aimé, par exemple, que M. Bertrand soit qu'il fasse une élection immédiate, mais pas demander une convention. Ça l'a déplu à bien du monde. Et moi, je suis l'un d'eux. Je trouvais que M. Bertrand était un choix idéal pour le parti. Mais je trouvais qu'une convention, c'est un mauvais choix à faire. J'aurais aimé une élection immédiate ou attendre être premier ministre pendant 1 an, le plus tôt que possible, après ça, faire une élection. Mais quand on fait une convention, vous savez ce qui arrive, on vient diviser le parti. Non, est arrivé à la convention qui a été convoquée par M. Bertrand, à la demande de M. Bertrand. Il y a des gens qui étaient malheureux, je n'étais l'un de ceux-là. On n'en voulait pas, M. Bertrand, pour ça. On en voulait la décision qui a été prise. On ne savait pas qui l'avait conseillé. C'était certainement pas nous autres. Il y a quelqu'un qui l'avait conseillé. Et la Convention a fait que ça allait emmener une division dans le parti, encore plus prononcée que c'était avant. Parce que là, il y a des gens qui avaient été contre M. Bertrand un peu, et ils ont été chercher M. Cardinal, ils l'ont convaincu de se présenter. M. Cardinal est un jeune ministre, un gars qui était assez bon orateur, puis, il faisait une belle figure. On l'a emmené comme candidat à la Convention contre M. Bertrand. Et ça, là, il y a un groupe s'est mis après un groupe, ça a divisé le parti en deux, puis ça l'a resté marqué, ça. À l'élection de 70, c'est évident qu'il y avait une division dans le parti. C'était assez clair. Mais, que voulez-vous? La décision de l'élection, ça avait été faite, tant qu'à moi, la hâtive. Ça a été décidé, en tant que je sache, par le premier ministre du temps, qui était M. Bertrand. On était préparé pour une élection de l'automne, pas au printemps. Mais il y a de ses conseillers, dont je ne peux pas nommer, je ne les connais pas, qui est certainement convaincu M. Bertrand de faire son élection au printemps. Parce que M. Bourassa venait d'arriver, puis qui était sûr qu'on prendrait le pouvoir, puis là, on sera bon pour 4 ans. Bill 63, qui a été passé avant l'élection de 70, tant qu'à moi, a été le meilleur bill qui a été passé par le gouvernement du Québec pour aider les Québécois. Il faut vous dire pourquoi. Moi, j'ai voyagé dans le monde entier. Mes commerces m'ont permis de faire ça. Et quand tu parles l'anglais et le français, tu peux te promener dans le monde entier, presque. Et tu vas pouvoir te comprendre partout. Ici, au Québec, on n'a pas le droit d'élever nos enfants qui ne parlent pas 2 langues. Ça ne coûte rien de plus. Le jeune qui va à l'école peut apprendre l'anglais s'il est canadien-français, et l'anglais qui va à l'école peut apprendre le français s'il est jeune. C'est ça que disait le Bill 63. Puis il imposait aux Anglais comme aux Français. Aux Français d'apprendre l'anglais à partir d'une 4e année, et aux Anglais de faire la même chose. Moi, j'ai fait des assemblées de politique où j'avais des Anglais qui m'engueulaient pour le Bill 63, et j'ai fait des assemblées politiques où des Canadiens français m'engueulaient pour le Bill 63.
tant qu'à moi, le Bill 63 enlevait rien à personne, mais il donnait beaucoup à nos jeunes, ce qu'ils ont de besoin. Et pour le savoir, moi, j'ai eu une expérience pratique, si vous voulez, parce que j'ai des usines, j'ai formé des usines aux États-Unis, dans le plastique, et j'avais ma fille, qui avait 3 enfants, qui s'est envenue avec nous autres là-bas. Un de ses enfants, le plus vieux, commençait à parler un peu d'anglais, les autres ne parlaient pas anglais du tout. Ils commençaient à aller au primaire. Ils ont été à l'école anglaise en arrivant là-bas, parce qu'il n'y a pas d'école française. Et au bout d'1 an, ils ont gradué avec les autres Anglais qu'il y avait là. Et aujourd'hui, ces jeunes-là sont revenus au Québec, les 2. Vous allez les rencontrer, ils sont parfaits, bilingues. Écrire, lire les 2 langues. Ils peuvent se placer partout. Mais s'il y a un bon emploi qui se trouve en quelque part dans les provinces dans l'anglais, ils peuvent être là. S'ils sont au Québec, puis il y a des gens qui font affaire avec des provinces de l'extérieur, ils ne vont pas leur parler leur langue. Puis ça n'aura rien coûté de plus aux parents. Et je me demande pourquoi que les gens, plutôt que de critiquer, ont pas essayé à l'adopter et de le comprendre, et le faire comprendre à leurs enfants que c'était bon qu'ils apprennent les 2 langues. Moi, je l'ai vécu, ce misère-là. Je parlais l'anglais, comme je vous ai dit, quand je me suis enrôlé dans l'armée, parce que je l'avais appris avec mes voisins. Mon père parlait anglais, ma mère avait un peu de difficulté avec l'anglais. Mais je ne savais pas ni le lire et écrire. Je ne pouvais pas l'apprendre à l'école. Mon enseignante, elle ne savait pas dire « yes » en anglais. Donc, j'ai appris le français très bien. Mais mon anglais, je l'ai appris par moi-même, l'autre côté. Et je sais comment ça a été difficile quand je prenais des cours de correspondance. Et puis, j'avais un copain qui m'aidait aussi dans l'armée, qui m'aidait à poursuivre. Mais c'est pour ça que j'aimais tant le Bill 63. Et puis moi, tant qu'à moi, je félicite aujourd'hui encore M. Bertrand. C'était une des bonnes choses qu'il a faites. Malheureusement, ça n'a pas été compris. Ce qui nous a aidés à avoir notre défaite. Les gens, nos adversaires, sont servis du Bill 63. Je ne les accuse pas. Mais on pourrait citer bien des cas que le Bill 63 aurait pu régler, qui existent aujourd'hui. C'est évident qu'une personne, un jeune qui est élevé dans le lac Saint-Jean, il pense que l'anglais, c'est pas utile pour lui. Parce qu'il n'entend pas d'anglais. Puis quand il entend un anglais, il ne sait pas ce qu'il dit. Mais si il part du lac Saint-Jean pour aller travailler où? Mais à Montréal, des bonnes jobs. C'est peut-être s'il parlait l'anglais, ça y aiderait. Beaucoup. Nous autres, ici, là, au Golfe, mes filles qui travaillent au comptoir sont obligées de parler les 2 langues. Parce qu'il y a des Anglais qui viennent jouer ici. Des touristes. Ils ne parlent pas français. Il faut que je sois capable de les servir en anglais. Donc, on demande aux jeunes, pas qu'ils parlent parfaitement, mais qu'ils peuvent assez s'expliquer en anglais, expliquer les règlements, ces choses-là, qui parlent l'anglais un peu. C'est ça qui a ramené le Bill 63. Ça nous a aidé à faire la défaite de 70. Maintenant, M. Bertrand a peut-être été mal conseillé. Il avait tellement certain qu'il ferait la campagne, qu'il pourrait lui-même faire la campagne, n'a invité peu de ses ministres à aider. Parce que des gars comme Gosselin, je suis certain qu'il aurait pu aider dans bien des comtés à faire élire l'Union nationale. Des gars comme Clément Vincent et d'autres auraient pu aller dans la campagne électorale et aider M. Bertrand. Mais M. Bertrand avait choisi, suivant des conseils qu'il a eus, de faire ça seul, et ça n'a pas été chanceux. En 70, la même erreur est arrivée, je pense, qui est arrivée à M. Lesage en 66, parce qu'il y a des gens qui approchaient certaines choses. M. Lesage a dit « m'a fait la campagne tout seul, pour me faire élire ». Il ne s'est pas fait élire. Et je pense que la même chose est arrivée à M. Bertrand. Ceux qui étaient contre qu'il fasse l'élection aussitôt, ils ont peut-être adressé des critiques, et M. Bertrand a décidé qu'il ferait la campagne tout seul. Et je pense que c'était une erreur. Parce qu'il n'y a pas de gars, il y a des gars qui sont populaires dans des coins, comme dans l'agriculture, je pense que Vincent a pu y aider beaucoup, et dans des coins comme l'Abitibi, terres de forêt, ces choses-là. Claude Gosselin est un gars qui aurait pu y aider beaucoup dans le rural. Aussi bien que moi, des coins dans le rural, j'aurais pu aider beaucoup. Dans les villes, bien, il y avait d'autres députés ou d'autres ministres qui étaient capables de lui aider dans les villes, certainement lui aider. Mais malheureusement, le contraire s'est produit, la défaite est arrivée, et sa santé a manqué aussi à M. Bertrand. On sait ce qui s'est suivi.
s'est longé là-dessus, malheureusement. Il était un homme malade aussi, M. Bertrand. Et après ça a été l'autre convention qui nous est arrivée. Moi, j'ai fait plusieurs années dans l'opposition, comme l'histoire du Québec va le rapporter. J'ai été élu en 1956 pour être défaite en 1973. Et entre-temps, il y a eu un parti qui s'est placé là, le Parti libéral. Mais avec le Parti libéral, même si j'étais dans l'opposition, j'ai toujours réussi à bien servir mon comté et d'obtenir des gens comme M. Lesage et des gens comme M. Laporte, auxquels je suis bien reconnaissant parce que M. Laporte est un gars qui réglait les problèmes vite. Et on lui soumettait un problème, il l'analysait, c'était oui, puis c'était immédiatement. Il n'y a pas de traînage. Je me rappelle une anecdote qui était arrivée une fois à Granby ici. Il était venu à une réunion à Granby et je l'avais rencontré. Il était ministre des Affaires municipales. J'étais simple député dans l'opposition, naturellement. Et j'ai dit à M. Laporte, ministre des Affaires municipales, j'aimerais ça vous rencontrer. J'ai dit, à votre convenance. Il dit, c'est quoi ton problème? J'ai expliqué mon problème. Il a sorti une feuille de sa poche, il a fait 3-4 notes. Et 2 jours après, le problème était réglé. Il m'avait dit c'est réglé. C'était réglé. C'est des choses à se rappeler, ça. Mais pour dire qu'en politique, souvent, on va s'engueuler en chambre. Après ça, on va s'en aller derrière le siège du trône pour discuter, faire des farces ensemble. Il y a des gens qui ont un peu de difficulté à comprendre ça. Mais c'est la vie politique qu'il faut vivre. S'il faut garder des rancunes à chaque fois qu'un contredit l'autre, ça sera, la vie politique ne sera pas vivable. Il y a des gens qui peuvent difficilement faire ça. J'en ai connu que quand ils se faisaient engueuler, il y a des semaines, ils ne peuvent pas te reparler. Mais en politique, on ne peut pas faire ça. Il faut comprendre que la politique est une chose et l'être humain, c'est un autre. On discute des faits politiques. Un homme peut avoir une conviction politique, ça ne m'a pas méchant par rapport à ça, puis moi, je peux en avoir un autre. C'est des faits qu'on regarde. C'est des circonstances. Et souvent, en politique, c'est pas compris. Nos électeurs ne comprennent pas ça. Mais il y a un fait qui m'était arrivé, moi, à une élection, je me rappelle, contre M. Lantagne, que je connaissais intimement. M. Lantagne faisait des affaires avec un de mes frères, et puis souvent sur la ferme. C'était un cultivateur, M. Lantagne. Et cette fois-là, il voulait me rencontrer. J'avais été le rencontrer au restaurant Granby chez Charlie Belleval. Il y a 4 de mes organisateurs qui sont arrivés. J'étais assis avec M. Lantagne après manger. Et ils ne voulaient pas de connaissance, ces gars-là. Ils se demandaient pourquoi je pouvais m'asseoir avec un adversaire politique en pleine campagne électorale pour discuter. On était 2 adversaires politiques. On n'était pas des adversaires humains. Là. On ne s'en voulait pas l'un l'autre. Lui, il discutait du Parti libéral, pour lequel je n'étais pas d'accord. Et moi, je démontrais que l'Union nationale, c'était le parti pour bâtir le Québec. Donc, c'est un peu l'affaire politique qui nous amène toujours à nous faire vieillir lentement, mais certainement. Quand je parle de différence en politique, je parle dans un parti politique aussi, il y a des gens qui ont des opinions différentes de l'un de l'autre dans le même parti. Un peu, vous avez eu une autre convention qui a fait de l'histoire, c'est celle de Marcel Mars avec M. Loubier. Il y a de mes amis, des amis intimes qui étaient pour M. Mars, puis moi, j'ai supporté M. Loubier pour des raisons personnelles. Je trouvais que M. Loubier, c'était un gars qui était, point de vue affaires, plus orienté dans les affaires que Marcel Mars. Et je trouvais que comme chef du parti ou comme premier ministre, il pouvait faire plus pour le Québec qu'un gars de lettres. Et c'est la raison pour laquelle j'avais supporté M. Loubier. C'est évident que ça a créé des froids. M. Loubier a été élu par une faible majorité encore. C'est un peu comme M. Bertrand, M. Johnson. Et ce qui a fait que ça a marché serré. Bien, le parti était un peu divisé. Et après ça, M. Loubier, par ses conseillers, sans trop nous consulter, décidé de changer le nom du parti. Et je peux vous dire que le soir qu'il nous a convoqués puis qu'il nous a appris ça, il y avait une crise qui s'est faite. Et ce soir-là, j'ai offert ma démission de m'en aller. J'ai dit que moi, je ne supporterai pas un autre parti. J'étais à compromis l'Union nationale. Et je l'avais toujours défendu. Je n'étais pas prêt à la laisser tomber. Et je savais que plusieurs de mes partisans pensaient de la même façon. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait faire une autre enquête pour revenir quelques temps après, des semaines ou quelques mois après, pour revenir à l'Union nationale. C'est rien qui a fait du bien au parti, une chose comme ça. Ça va coûter beaucoup de piastres.
qui a voulu les payer, ces pièces-là, mais qui n'a pas aidé le parti de l'Union nationale. Après ça, on a eu l'élection de 73, tout le monde a été lavé, pas un seul député de l'Union nationale. Moi-même, j'étais battu dans le comté, ça, pour revenir en 76. Il y a eu une élection partielle dans le comté de Johnson, à laquelle M. Bellemare s'est présenté comme candidat de l'Union nationale, à laquelle j'ai participé à la campagne, parce que Johnson, à ce moment-là, prenait une partie de Shefford, que j'avais comme comté avant ça. Ça avait été... Bagot avait été agrandi, puis Johnson avait été agrandi, puis ça avait pris une partie de Shefford. Mais coopération, et M. Bellemare est un excellent tribun et puis il fait un bon travail, c'est un bon organisateur, parce que je peux vous dire que les élections partielles de 56 à 70, j'ai assisté à peu près dans toutes, avec M. Bellemare. Je connaissais l'organisation de M. Bellemare. C'est un bon organisateur. C'est un gars qui m'a bien. De toute façon, il a été élu. Ça a surpris bien du monde. Mais il a fait un bon travail. Et après ça, on a eu la convention qui a amené M. Biron comme chef du parti. Moi, j'avais dit à M. Biron, il m'avait appelé à la veille de l'élection pour que je me présente dans Shefford. J'ai dit non, je n'étais pas intéressé en politique parce que j'avais mes commerces qui me prenaient tout mon temps. Mes commerces avaient grandi. Moi, dans les 3 ans, j'avais poussé pas mal. Et j'avais dit non. Et il m'avait demandé, je vais te demander seulement qu'une chose. Tu vas me choisir un bon candidat dans Shefford, dans Brome-Missisquoi. J'ai dit ça marche. Donc, j'ai travaillé dans Shefford, j'ai été chercher un candidat de l'Union nationale, Gilles Cadalet, qui est un bon candidat, il était échevin. Mais c'est un gars assez populaire dans Green Bay. Et je cherchais dans Brome-Missisquoi pour trouver un candidat. Moi, il y en avait plusieurs qui voulaient être candidats. Mais des gars qui, à mon opinion, et l'opinion de plusieurs des gars de l'Union nationale, ne faisaient pas le poids. Donc, après plusieurs semaines, on arrivait presque au début de l'élection était commencée. On n'avait pas de candidat. Et un soir, dans une réunion qu'on avait eue à Sutton avec un groupe des gros organisateurs du Parti de l'Union nationale, tous des gars importants dans ça, et ils disaient que Brown n'était pas battable. J'ai dit, Brown a jamais vu un adversaire. Ils ont dit, vas-y, non, c'était si fin que ça, toi. Ça, c'était la façon qu'on m'a répondu. J'ai dit, j'étais certain d'avoir le support de vous autres. J'irai peut-être. Mais j'ai un commerce qui m'impose beaucoup. Il faudrait que je prenne des moyens à m'en dire oui, là, de où est-ce que je peux faire. Chose qu'on a faite dans les quelques jours qui ont suivi. J'avais un associé, Corman. On a discuté avec lui. On avait engagé un autre gérant. J'ai appelé M. Biron. Je lui ai dit, j'ai trouvé ton candidat. Il dit, oui, qui? J'ai dit, moi. Il a dit, parfait. Et j'ai fait la convention 2 jours avant la mise en nomination. Et puis le soir de l'élection, Brown part de son dépôt. D'abord, je peux vous dire que je ne suis pas séparatiste. Ça, c'est certain. J'étais à l'Union nationale et je voulais que l'Union nationale continue à se battre. Mais notre chef, dans le temps, flirtait beaucoup avec le PQ, sur lequel je n'étais pas d'accord. Et quand j'ai vu que ça allait de même, les gars, les organisateurs ici dans le comté de Shefford cherchaient un candidat pour l'élection fédérale. Ils m'ont approché. J'ai fait faire un sondage. J'avais 17 des chances d'être élu. Donc, j'ai été démissionné comme député dans Brome-Missisquoi, de l'Union nationale. Tout le monde va comprendre. Je me présente pour les conservateurs dans Shefford. Je ne serai pas élu, je retourne dans mon commerce. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai appelé M. Biron. Je lui ai dit, c'est bien de valeur, mais moi, je vais présenter au fédéral. Tu vas accepter ma démission. Si tu ne l'acceptes pas, je vais prendre les grands moyens. C'est ce que j'ai fait. Et puis, je me suis présenté au fédéral. J'ai été chercher 22-23 du vote. Mais, chose qui est bien consolant, je suis le seul comté dans la province qui a augmenté le vote de l'élection précédente, parce que les autres avaient tout baissé. Moi, j'ai augmenté le vote. Bien, j'ai été défaite par... j'ai perdu mon dépôt. 23 du vote, tu perds ton dépôt.
que je me suis retourné dans mon commerce et puis j'ai continué mes affaires. Quand j'ai démissionné de la politique, là, et puis j'ai dit non, c'est fini. Okay. J'ai retourné dans mon commerce et puis j'ai vendu mes intérêts à mon partenaire. C'est là que je me suis en allé parce que j'avais signé une entente que je ne repartirais pas de compétition dans le Canada. À ce style-là, je me suis allé aux États-Unis, partir des usines. D'abord, je peux vous dire que la vie politique, c'est comme la vie ordinaire. Moi, j'ai mon expérience que j'ai appris fondamentalement dans l'armée. Quand j'ai fait le cours pour être policier, j'ai appris bien des choses. Mais j'ai appris que pour avoir quelque chose, il fallait travailler. Il n'y avait pas de gratuité. Donc, j'ai appliqué ce mode-là à toutes mes entreprises, mes engagements. Et la politique était la même chose. Quand j'ai commencé comme maire, je voulais aider à bâtir la municipalité. Je ne voulais pas juste un siège m'asseoir dessus. Ce qui m'a amené à embarquer en politique. Et quand j'ai été élu, j'ai embarqué en politique. Puis quand j'ai été élu, c'est parce que j'étais connu dans le comté. Et j'ai eu de l'aide dans le comté. Et ensuite, j'ai servi mes électeurs. Moi, tu n'avais pas besoin d'être l'Union nationale. Si tu me n'envoies, tu peux être n'importe quel parti, tu me n'envoies à moi de quelque chose, je regardais ton cas. Et si je pouvais t'aider, je te le disais. Puis si je ne pouvais pas t'aider, je te le disais. Et j'ai jamais eu de téléphone privé. Mon téléphone auto était public. Tout le monde pouvait m'appeler chez nous. C'était la même chose à Québec. Et j'avais une chose, je répondais à tout le monde. Même un gars qui était de mauvaise humeur, qui m'en voulait, j'y répondais pareil. Et c'est normal qu'il y a des gens qui ne sont pas de la même opinion que toi. Ils vont arriver et sont choqués contre toi. Puis c'est peut-être parce que tu n'as pas compris son affaire comme il faut. Moi, je les ai tous laissés faire. Ils ont fini par me compter leur affaire. Choqué ou pas choqué, ça me dérange. Quand il a fini, je le disais, mais je ne l'ai pas compris de même, moi. Et j'ai toujours gardé des bons amis dans le comté. Même les libéraux, ils travaillaient contre moi. Mais il n'était pas méchant contre moi. Mon boucher, moi, qui me servait quand j'avais le moulin ici à Saint-Joachim, c'était un organisateur libéral. C'était un ami intime. On sortait au hockey ensemble, sa femme puis ma femme, puis il travaillait contre moi. Il ne travaillait pas contre moi, il travaillait pour le Parti libéral. Je n'avais pas raison d'y en vouloir. C'était ses convictions. Il était né rouge, puis il voulait rester rouge. Il est mort rouge aussi. Mais tu sers ton peuple. Si tu fais ça, tu vas te faire élire. Quand j'ai été défaite, moi, en 1973, il y a des gens qui ont voté contre moi, puis ils me l'ont dit. Pas contre toi qu'on a voté. On a voté contre le parti. Plusieurs qui... Mais j'en veux pas personne qui ait fait ça. Je pense qu'il aurait dû faire ça avant. Parce que j'aurais dû, après 10 ans, j'aurais dû m'en retourner dans mes commerces puis m'occuper de mes commerces. Je regrette rien. Ce que je regrette, et ce que je regrette pas, où est-ce que j'ai parti, où est-ce que j'ai fini, où est-ce que je suis rendu, pour moi, c'était important. J'ai une vie remplie. À mon âge, j'ai pas de regret de rien. J'ai l'opinion d'avoir bien servi mon comté, bien servi mes électeurs. Mon chef, indépendamment qui il était, je l'ai bien servi. Quand j'ai eu de quoi dire, je lui ai dit, poliment. Je lui ai donné mon opinion. Et c'est ça que je suis satisfait d'avoir fait ça. Puis dans le parti politique, j'ai peut-être eu des adversaires, comme quand tu es à la trésorerie, tu ne fais pas juste des amis. Hein? Il y en a peut-être que ça l'a déplu, mais il y en a peut-être qui ont compris aussi. Je le faisais pour le bien du parti, puis le bien du gouvernement. Maintenant, un jeune qui vient me voir, moi, puis qui va à la politique, il y a des bases bien élémentaires. Des gratuités, il n'en existe pas. Il n'y a rien de gratis. La politique, c'est beaucoup de travail. Puis si tu vas là pour servir les gens, serre-les gens, comme il faut. D'abord, si tu n'es pas bilingue, tu es mieux d'essayer d'apprendre un cours pour apprendre 2 langues. Pour pouvoir grandir en politique. Si tu veux essayer de ne pas grandir, mêle-toi-en pas. Tu peux aller dans la politique municipale, c'est de la petite politique. Vas-y là-dedans, il y a de l'ouvrage amplement à faire là. Mais si tu veux grandir en politique, il faut que tu sois au moins bilingue pour pouvoir faire affaire au Canada. Le Canada, tant qu'à moi, c'est un pays bilingue pour lequel j'ai combattu. Je suis allé en guerre pour mon pays, pour lequel j'ai le plus grand respect. Puis tant qu'à moi, je peux vous dire encore aujourd'hui, après avoir voyagé un peu à travers le monde, le Canada, c'est un des plus beaux pays qui existent. J'ai vécu aux États-Unis,
Puis je vous dis, je ne changerai pas la vie du Canadien pour une vie américaine. Le système de gouvernement qu'ils ont là peut être d'apparence beau, mais ça ne vaut pas le nôtre. Notre vieux système britannique est encore le meilleur. Il s'agit de le comprendre, de l'appliquer. Et si on fait ça, on comprend, si nos jeunes comprennent ça, on va être un pays qui va grandir, puis on a besoin de grandir. Ce n'est pas en chassant les autres qu'on va grandir. C'est en travaillant ensemble. C'est ce que je pense d'avoir réussi à faire. J'ai bâti mon affaire avec les maires de municipalités, les présidents de commissions scolaires, et c'est avec ça qu'on a fait notre force pour bâtir le comté de Sherbrooke.